Philippe Cadic est né en 1928. Il est mort en 1982. C'est un écrivain qui a publié une quarantaine de romans, près de 200 nouvelles. Eh bien aujourd'hui, Philippe Cadic se trouve publié dans l'équivalent de la Pléiade aux États-Unis, mais il est mort à même pas 54 ans, ce qui implique une production d'une quantité extraordinaire. Dans la science-fiction de Philippe Cadic, nous n'allons pas avoir de vaisseaux spatiaux fabuleux, de planètes. Ce n'est pas Dune, ce n'est pas Fondation, et c'est encore moins Star Wars. C'est un auteur du concept, un auteur de la réflexion, de la question, et parfois même de la question philosophique. N'oublions pas son Rick Deckard, des androïdes rêvent-ils de moutons électriques, adapté au cinéma sous le titre Blade Runner. Rick Deckard, qui n'est d'autre qu'un avatar de René Descartes. Nous sommes dans une littérature de la métaphore, du questionnement philosophique, de la réflexion sur l'homme, la définition de l'humain. En un mot, qu'est-ce qui fait que l'être humain se définit en tant qu'homme? Est-ce que c'est sa puissance de résistance, aussi futile et dérisoire soit-elle, ou est-ce que c'est sa puissance d'amour, de don de soi, d'empathie, qui est certainement une des plus belles valeurs dickiennes? Sir, we can't just leave him here. I said no, Jefferson. Sir, he's just a kid. He'll never survive. I don't know how he made it this far. Jefferson, what am I saying? Quand il écrit Nouveau modèle, Philippe Cadic a 25 ans. Et il veut être auteur. Il veut vivre de sa plume. Il comprend le fonctionnement de la nouvelle, notamment la nouvelle à chute, telle que Nouveau modèle. Mais le problème, c'est que pour produire beaucoup, eh bien, Philippe Cadic va prendre des substances, notamment des amphétamines, qui à l'époque étaient en vente libre, afin de pouvoir dormir moins, dormir peu, et être extraordinairement actif. Autant de façons qu'il va avoir de commencer à s'abîmer quelque part, histoire de pouvoir produire. Publié pour la première fois en 1953, Nouveau modèle est certainement la nouvelle de Dick qui a eu le plus de succès. La nouvelle est différente du film. Elle se déroule en France, dans l'ancienne Normandie. Le monde qui est décrit va être un monde sombre, où l'espoir n'existe plus. Les derniers humains sont partis sur la Lune, et il ne reste plus que les combattants et les armes. Les griffes de la nouvelle, ce sont les screamers du film. C'est exactement la même chose. Et il n'y a pas d'espoir. La nouvelle en elle-même est un pur produit de la guerre froide, de l'époque de l'écriture de Philippe Cadic. Quand Philippe Cadic écrivait son texte, il y avait véritablement la peur de l'attaque de l'ennemi communiste, la peur de l'apocalypse nucléaire, la peur de la fin des temps. Le film ajoute de nombreux éléments qui vont contribuer à semer le doute. Par exemple, le message qu'ils reçoivent, le message holographique, est-ce que c'est un message authentique? Certes, ils apprennent qu'il aurait été envoyé 2 ans plus tôt, mais pourquoi le recevoir maintenant? Est-ce que ce message arrive par erreur, trop tard? Est-ce que ce message a été envoyé par les machines? Ou est-ce que c'est un message envoyé par la Terre pour manipuler les soldats? Encore une fois, les protagonistes ne peuvent pas déterminer quelle est la nature du réel qui les entoure. Un enfant peut être mortel, peut être une arme mortelle. Un soldat blessé peut être une arme mortelle. Est-ce que je peux faire confiance à ma hiérarchie? Qui est-ce que je peux croire si ce n'est moi-même? La force des griffes dans la nouvelle, qui est parfaitement transposée dans les screamers du film, les hurleurs, c'est que ce sont des machines dont on ne sait finalement pas grand-chose. Mais tout ce qu'on sait d'elles, c'est combien elles peuvent nous faire peur. À l'image de ces corps qui disparaissent dans la terre une fois qu'ils ont été mutilés. Ces machines sont terrifiantes parce que leur arme, c'est nous-mêmes. Elles s'appuient sur notre empathie
quand on est ému par un enfant avec son nounours, un orphelin abandonné, quand on est solidaire avec un soldat blessé, ou quand on va rencontrer une femme dont on pourra peut-être tomber amoureux. En un mot, ces machines retournent contre nous notre propre humanité. Ainsi, on retrouve un thème éminemment dickien, la paranoïa. La paranoïa, c'est la peur de l'autre, mais c'est aussi la peur de moi-même. C'est la crainte absolue d'avoir un univers qui se délite. La paranoïa dans le film va plus loin que dans la nouvelle, parce que là où la nouvelle s'arrêtait sur le constat glaçant que les machines allaient finalement nous détruire et finir par se détruire elles-mêmes, le film va plus loin parce qu'il nous évoque la possibilité de sa destruction, mais en même temps, il détruit toute possibilité d'espoir et de rédemption finale. La nouvelle se termine quand le Major agonise. Il a été trahi, le vaisseau s'en va, et il se fait la réflexion, douce, amère, que les machines, ma foi, sont déjà bien humaines, parce qu'elles ont appris à se tuer les unes les autres. Mais cette réflexion apparaît aussi dans le film, mais bien plus tôt. Là où la nouvelle et le film se rejoignent, c'est que les deux racontent l'histoire d'un militaire désabusé, mais qui va croire une dernière fois qu'un avenir meilleur est possible, mais qui, à cause de ce qu'il va entreprendre, va entraîner, à plus ou moins long terme, la fin de l'humanité. We're gonna die. You know that, don't you? En 1954, Philip K. Dick a écrit une suite à cette nouvelle. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fait fréquemment. Dans le monde de John, il imagine ce qui se passe après. Eh bien après, les humains sont toujours là parce que les machines ont fini par s'autodétruire. Les deux nouvelles fonctionnent ensemble comme deux faces d'une même médaille. Nous aurions d'un côté un univers sombre, désenchanté, et de l'autre côté un récit beaucoup plus solaire, qui délivre un message beaucoup plus optimiste. Est-ce que sans Philip K. Dick, nous aurions eu Matrix? Bien évidemment que non. Nous n'aurions pas eu Ghost in the Shell. Michel Gondry n'aurait certainement jamais fait Eternal Sunshine of the Spotless Mind et n'aurait pas essayé d'adapter le chef-d'œuvre absolu de Philip K. Dick, Ubik. On pourrait penser également au film de Peter Weir, The Truman Show, qui reprend la trame large du Temps désarticulé de Philip K. Dick. Donc c'est une espèce d'adaptation qui ne dit pas son nom. Deux séries télé, à ce jour, chez Amazon, ont été l'adaptation de Philip K. Dick. Il y a eu les 3 saisons du Maître du Haut-Château, donc l'adaptation de son uchronie géniale, qui imagine ce que serait devenu le monde si les nazis avaient remporté la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, il y a eu Electric Dreams, toujours chez Amazon, qui était une anthologie produite par Brian Claxton, qui cherchait à adapter toute une série de nouvelles de Philip K. Dick. On avait reproché d'ailleurs à la série plutôt de ne pas être Black Mirror. Mais d'un autre côté, est-ce que nous aurions eu Black Mirror sans l'œuvre de Philip K. Dick? Le problème d'avoir une œuvre aussi considérable, avec tant d'images et d'idées fortes, c'est que bien souvent, il y a une contamination de ces idées qui fait que quand on revient aux matériaux sources, eh bien, on a du mal parfois à percevoir leur originalité.